Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec le Calvados, un amour de Normandie. Bonjour, et dans la France à découvrir aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du Calvados. Au sommaire de cette émission, comment reconnaître une bonne coquille Saint-Jacques? Dans quel paysage sublime faire du vélo? Quelle expo pour contempler des photos inédites de tournage des 250 films tournés dans le Calvados? Quel monument incontournable à visiter? Et quelles activités le temps d'un week-end ou pour la vie? Le Calvados, un amour de Normandie, c'est maintenant. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Alors, amis auditeurs de Sud Radio, tout à l'heure, on va vous expliquer comment plonger dans l'âme du Calvados, comment choisir une bonne coquille Saint-Jacques, où se trouve le Saint-Tropez normand, mais avant, et même la Suisse normande. Mais avant, nous accueillons tout de suite Carl Joly. Carl Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Calvados Attractivité, agence d'attractivité touristique et résidentielle. Pas mal. Tout à fait. Alors, où se trouve le Calvados pour nos amis qui nous écoutent un petit peu à l'autre bout de la France? Alors, le Calvados, c'est le cœur de la Normandie. On est entre la Manche à l'ouest, Seine-Maritime, Eure, et puis l'Orne au sud, un département littoral. Voilà, on est tout au nord-ouest de la France, entre l'Eure, vous l'avez dit, la Manche. 120 km de côte, c'est vrai ou pas? Ah, tout à fait, en baie de Seine. Ah, pas mal. Le littoral du Bessin? Le littoral du Bessin, la côte de Nacre, jusqu'à la côte fleurie, Honfleur, évidemment, tout le monde connaît. Ah oui. Alors moi, je m'y perds un peu dans les côtes. Il y a la côte de Grasse, la côte de Nacre, la côte fleurie. Tout ça, c'est chez vous? Tout ça, c'est chez nous, effectivement. Alors, on parle bien sûr d'Honfleur, Cabourg, Deauville, Ouistreham, Arromanches, Isigny-sur-Mer. Et à l'intérieur des terres, on trouve Caen. Ouais, Caen. Le chef-lieu, 110 000 habitants. On est à 200 km de Paris. Et d'est en ouest, on trouve les adorables villes de Pont-l'Évêque, de Lisieux, de Falaise, de Vire. On va parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la géographie et de la physionomie du Calvados? On trouve quoi? Des plaines, des herbages, des montagnes, des ravins. Tout ça, oui. Même la montagne avec la Suisse normande. Exact. Mais c'est d'abord, on le disait tout à l'heure, le cœur de la Normandie. Donc la Normandie, c'est le bocage. Et avec ces paysages assez particuliers, les haies bocagères qui coupent le vent, qui protègent les élevages et qui font que c'est un département à la fois agricole, mais aussi extrêmement touristique sur la côte. Ah oui, ça par contre, c'est vachement touristique. C'est drôlement bien de se promener en Normandie au son des vaches et en goûtant un petit peu de cidre de temps en temps, mais avec modération, bien évidemment. Tout à fait, cidre, et puis les produits laitiers, les fromages que tout le monde connaît, Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque, Neuchâtel, et j'en passe. Alors je sais que vous êtes fils de marin. Tout à fait. Et que vous avez fait la navette Calais-Douvres pendant des dizaines d'années. Est-ce que le lien est toujours fort avec l'Angleterre, d'un côté comme de l'autre? Alors c'est un lien qui est très très fort, ça date de Guillaume le Conquérant, le lien entre la Normandie, le Calvados et puis l'Angleterre. Aujourd'hui, on a énormément de résidences secondaires d'anglais, donc c'est un lien qui est indéfectible. Il y a une ligne aéroportuaire Caen, Toulouse, Montpellier, ça c'est un truc de fou que j'ai appris, je ne me rendais pas compte que du sud de la France, par exemple un Montpelliérain qui nous écoute, il se dit tiens, je vais aller en week-end à Caen. Ah, complètement, il y a des lignes régulières entre Montpellier, Marseille, Toulouse et puis la Corse aussi. Tout de suite, on va aller faire une première halte dans un petit port qui s'appelle Port-en-Bessin, en baie de Seine, à 40 km de Caen, 9 km de Bayeux, 2000 habitants, Port-en-Bessin, et on accueille Christophe Van Roy. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vous allez? Oh, très bien. Vous êtes sur la route? Non, je suis dans un bureau parisien avant de reprendre mon train. Oh, bah vous êtes content d'être avec nous à Paris, hein. Vous êtes content surtout de repartir à Port-en-Bessin. Ah, Paris est une des plus belles villes du monde, mais retrouver notre littoral, c'est toujours pas mal. Ah, il est fort le Christophe quand même, hein. Mais en même temps c'est un Christophe. Maire de Port-en-Bessin, 2000 habitants, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on parlait, comme disait Françoise Sagan, du Saint-Tropez normand? Est-ce que c'est vrai? Alors oui, ça nous a fait très très plaisir. Alors on a beaucoup de peintres célèbres comme Seurat et Signac qui ont peint, parce qu'il y a une lumière un peu particulière à Port-en-Bessin, nous dit-on. Des photographes aussi travaillent avec nous là-dessus. Et effectivement, Port-en-Bessin est un port incrusté, encaissé entre deux falaises, qui est vraiment dans la ville. Et disons que c'est un musée presque à ciel ouvert avec sa pêche artisanale. Donc vous imaginez deux bras
de morceaux de digues qui rentrent dans la mer. Alors évidemment, pour les maritimes, ça paraît tout à fait anodin, mais pour des personnes qui peut-être pourraient venir de Montpellier passer le week-end, je vous entendais il y a quelques instants à Caen, avec le jeu des marais, c'est toujours très intéressant d'avoir ces bras de mer et évidemment la continuité dans le port avec notre flottille de pêche artisanale. Oui, quand on parle de cette image d'Épinal, d'un charmant port de pêche, vraiment ça correspond parfaitement à Port-en-Bessin. Toutes les 4 heures, il se passe quelque chose. C'est un véritable écosystème de la marine de pêche. Et il y a toujours des bateaux qui viennent et qui sortent. Il y en a à peu près 45 à Port-en-Bessin et pendant la saison de la coquille, 130. Donc il y a toujours une activité. C'est vachement bien. Ah oui, effectivement, on en a à peu près 45 résidents. Pour être très précis, pendant la coquille, ils sont 80, mais on enregistre 130 navires qui viennent vendre en criée toute l'année. Et effectivement, vous avez raison, alors on est soumis au marais, donc il y a 2 séquences de 4 heures toutes les 12 heures qui permettent aux navires de rentrer. Alors évidemment, comme c'est sur la Lune, ça joue avec la Lune, les marais, c'est jour et nuit. Et il y a toujours de l'activité, on voit des bateaux entrer et sortir. Et effectivement, quand les portes écluses sont fermées pour maintenir le bassin à flot, que les bateaux soient en flottaison normale, eh bien, ça permet aussi de vaquer, les pêcheurs vaquer à leurs occupations et les entreprises de maintenance, parce que Port-en-Bessin est un port de pêche, mais aussi il y a un pôle de réparation navale avec un bel outil qui a été mis en place par le département du Calvados, un élévateur à bateau, et on a à peu près 250 navires qui viennent faire leurs travaux de carénage, comme on dit dans notre profession, et qui génèrent 100 emplois directs, et ça c'est très important pour nous. Carl Joly, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour visiter le Calvados de commencer par Port-en-Bessin ? Ah bah c'est une porte d'entrée fabuleuse puisque c'est un condensé de tout ce qu'on peut avoir sur le littoral, la pêche. On n'a pas encore parlé de la coquille Saint-Jacques, mais ça va venir. On va y arriver, je pense. Et de fait, c'est un endroit extraordinaire, on l'a dit par la géographie. Il y a aussi, on peut y aller à vélo, c'est pas très loin de Bayeux, de la tapisserie, donc on est au cœur du Bessin et une région assez extraordinaire qu'on connaît souvent à travers le débarquement, mais il y a plein d'autres choses. Alors, question collégiale pour vous deux. Vous répondez pas tout de suite, Christophe, on laisse la parole à Carl. Comment reconnaître une bonne coquille Saint-Jacques ? Oh bah elle a été pêchée elle est fraîche. Elle a été pêchée en baie de Seine. Voilà. Et elle est passée forcément par Port-en-Bessin. Et elle a surtout un label rouge qui est une vraie marque de reconnaissance et de qualité. Absolument. Et qui n'appartient qu'à la coquille Saint-Jacques de Port-en-Bessin. Alors de la baie de Seine. De la baie de Seine. Christophe est plus à même d'en parler, mais effectivement. Vous êtes d'accord, Christophe ? Oui, elle a un label, effectivement, c'est la coquille de baie de Seine avec un label rouge pour la coquille entière. Si ma mémoire est bonne, il date de 2002. Et en 2008, on a aussi un label pour la noix de coquille Saint-Jacques, ce qui était très important pour la distinguer d'autres produits. Donc effectivement, la plus belle coquille du monde se débarque à Port-en-Bessin. Oui, elle n'est pas chinoise, elle n'est pas québécoise, elle n'est pas bretonne, elle est chez nous, enfin chez vous. Pour être très, très, très précis, elle se débarque dans tous nos ports du Calvados et principalement à Port-en-Bessin, puisque on est le premier port de pêche de Normandie où le plus gros débarquement de coquilles se font. Mais effectivement, il faut être très fier pour notre territoire d'avoir cette belle ressource à disposition. Est-ce que vous savez, vous allez me dire oui, que pour obtenir 1 kilo de Saint-Jacques, il faut environ 7 kilos de coquilles. C'est bon ça ? Alors, il faut 7 kilos plutôt en début de campagne. Voilà, là on est en début de campagne en ce moment. Alors, en début de campagne, ça veut dire que la coquille, on peut la pêcher dans une temporalité qui évolue du 1er octobre à peu près au 15 novembre. En gros, du 1er octobre on va dire au courant octobre, la 3e ou 4e semaine selon les saisons, vous pêchez, vous tirez une ligne entre Le Havre et Cherbourg-Le Havre. Au-dessus de cette ligne, vous pouvez pêcher. Et le comité régional des pêches a mis en place un système où, quelquefois, pour commencer, on va pêcher qu'à 20 000 des côtes. Et ensuite, vous pouvez pêcher un petit peu en dessous, au niveau des 12 à 20 000. Et puis, au 15 novembre, en dessous de cette ligne, je sais pas tout à fait exact ce que je vous dis, mais c'est pour que ce soit le plus simple et compréhensible, vous pouvez pêcher ce qu'on appelle la coquille de baie de Seine avec une licence en dessous de cette ligne. Généralement, la campagne commence le 15 novembre. Selon les apports, peut se terminer fin janvier s'il faut en laisser pour le fond pour l'année d'après, ou courant février, ou voire mi-mars comme ces dernières années, puisque la coquille est assez pléthorique. Et pour nous, consommateurs, est-ce que c'est le bon moment pour manger une coquille Saint-Jacques ? Vous avez 10 secondes. Oui,
personnellement, ça commence à être sympa. C'est très bon. C'est de toute façon, c'est toujours le moment pour manger de la coquille Saint-Jacques. Et en 15 secondes, votre recette de carpaccio de coquille Saint-Jacques, très vite. Ah ben c'est tout ça. Vous la coupez en lamelles très très fines. Vous mettez un peu de jus de citron dessus avec de la nette. Quelques-uns y mettent de l'huile d'olive. Vous mettez ça au frais quelques heures et vous dégustez ça. C'est très frais, c'est très bon. C'est un vrai ravissement. Merci Christophe Van Roy, maire de Port-en-Bessin, de nous avoir fait découvrir cette petite destination formidable en Calvados. On se retrouve tout à l'heure avec Carl Joly. On va surtout parler dans un instant où poser les roues de votre vélo pour découvrir les lieux incontournables et les plus sublimes du Calvados. La politique du vélo du Calvados, c'est dans un instant. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Avec le Calvados, un amour de Normandie. Retour dans la France à découvrir, consacré au Calvados, avec Carl Joly entre autres, et de nombreuses personnes qui viendront nous donner et nous faire partager leur amour pour cette magnifique, sublime, extraordinaire région. J'en fais un peu trop là, non? Non, Carl? Non. Tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, Carl, en tant que responsable du pôle attractivité, c'est ça, du Calvados, ce que vous souhaitez développer comme tourisme dans les années à venir, à quoi vous êtes sensible? Est-ce que c'est le slow tourisme, la découverte familiale, l'environnement, le vélo? Qu'est-ce que vous voulez développer comme politique? Nous, ce qu'on veut développer, c'est véritablement une identité du département du Calvados et de cette destination Calvados à travers des axes comme le vélo dont on va parler dans quelques instants. Avec Anne Jolibois qui est là, qui nous attend. Avec aussi des produits terroirs finalement qui ont été assez peu mis en valeur ces dernières années, comme tout simplement le Calvados. Oui. Tellement cette terre est une terre d'histoire riche avec le médiéval, le tourisme de mémoire. Et de fait, on en a un petit peu oublié ce qui était l'identité, les fondamentaux de ce territoire. D'accord. Et là, vous aimeriez donner quoi comme conseil de visite à une famille, 2 enfants, une quarantaine d'années qui nous écoutent? En fait, on peut faire un véritable tour du Calvados avec une partie nord qui est la partie littorale dont on a parlé beaucoup en début d'émission, avec les stations touristiques, on va dire un peu traditionnelles. Et puis, on a une partie sud du département qui est plus méconnue, plus rurale, et qui pour autant présente des particularités intéressantes. On a parlé du bocage avec des paysages incroyables. Je pense que les impressionnistes, quand ils sont venus peindre dans notre territoire, dans notre département, ils s'y sont pas trompés. Il y a des paysages, il y a des instants Calvados finalement, des lumières particulières, et des lumières finalement à capter. Et ça touche toute la famille. Et c'est en ça où on veut promouvoir notre territoire, des activités de pleine nature. On peut faire de l'escalade dans le département du Calvados. Ça c'est marrant, dans la Suisse normande. En Suisse normande. Ouais. Le week-end dernier, il y avait un ultra trail qui était organisé avec 160 trailers de France parmi les meilleurs et certains guides de haute montagne qui ont l'habitude de monter le Mont Blanc qui n'ont même pas terminé. Oh là là. Parce que justement, c'est assez peu connu. D'accord, oui c'est vrai. Alors juste un tout petit, moi j'ai adoré ce moment quand j'ai présenté des chroniques cet été, j'ai parlé de la Suisse normande. Et alors tout le monde m'a dit mais c'est quoi la Suisse normande? C'est autour du village de Clécy, de la ville de Clécy. C'est autour de Clécy, c'est Thury-Harcourt. Une partie de la Suisse normande d'ailleurs est dans l'Orne et c'est un territoire assez particulier parce que justement c'est presque un territoire de montagne propice aux activités de pleine nature, aux sports de pleine nature qui sont un peu des sports très, très à la mode aujourd'hui. Et on a du mal à imaginer qu'il y a effectivement des petits monts, des petites montagnes qui sont en pleine Normandie, qui est relativement plat. Tout à fait. Tout d'un coup, paf. Ce qui est assez marrant aussi, par exemple, on a un des premiers sites de saut à l'élastique de France. Pour ceux qui s'en souviennent, celui qui Hadji Hackett a sauté de la Tour Eiffel. Eh bien, le premier site qu'il a installé est dans le Calvados. Et c'est quoi? C'est un viaduc, un aqueduc? À partir d'un viaduc, exactement. Ah ouais. Et ça a fait partie des premiers sites qu'il a installés dans le monde. Est-ce que vous faites du vélo, Carl? Alors évidemment, en Normandie. J'en fais. Je vais travailler à vélo et on en fait beaucoup et de plus en plus avec les aménagements qu'on peut réaliser depuis un certain nombre d'années. On accueille la responsable du pôle univers thématique vélo, nautisme, saveur gourmande, patrimoine, culture. Autant dire que c'est quelqu'un. Anne Jolibois. C'est quelqu'un qui connaît très très bien tous ces sujets-là, effectivement. Oh là, Anne, vous toussez. Attention. Je rigole. Vous rigolez. Vous allez bien, Anne? Très bien. Alors, vous nous avez entendu, manifestement, on a un petit peu parlé de vélo. Est-ce qu'on peut dire que le Calvados, c'est vraiment la terre, l'endroit, le territoire à découvrir à vélo?
Et oui, c'est une nouvelle manière, une très belle manière d'aller à la rencontre de peut-être que certains connaissent déjà, les stations balnéaires, le littoral, la Suisse normande, mais de le faire autrement. Et le vélo, il permet de rencontrer des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues en voiture ou dans nos pratiques habituelles. Alors, est-ce que les familles vous demandent souvent il nous faut du circuit, mais pas plus de 20 km, facile avec des enfants? Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous pouvez satisfaire leurs demandes? Oui, je peux satisfaire leurs demandes. Nous, généralement, ce qu'on souhaite, c'est faire un petit bol d'air avec les enfants, pas trop long, pas trop dur, parce que il faut pas non plus les emmener dans une grande quête sportive. Donc, on a des petites balades un peu partout sur notre territoire, à l'intérieur des terres, à la mer, dans les marais. On en a une très jolie du côté de Merville, Franceville, où en 7 km, donc c'est pas très très long, et c'est plat, je vous assure que c'est plat. On peut voir la baie de Salnel, aller découvrir les oiseaux. Il y a une maison de la nature qui permet aussi aux enfants de découvrir toute la richesse de ce site. On peut aller voir la batterie de Merville qui est juste à côté, où il y a un gros navion qui a servi bien sûr. Vous avez des enfants, Anne, non? Je n'ai pas d'enfants. Ah bon, bah, quand vous leur direz le gros navion, à mon avis... Le gros navion, oui, je dis le gros... Un gros avion qui a servi aux opérations, bien sûr, de la guerre Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Et on passe aussi dans les marais dans cette zone-là, et c'est vraiment très joli. On a différentes atmosphères entre la plage, les dunes, les sites historiques, et ça en quelques kilomètres. Est-ce qu'il est vrai que vous avez dans le Calvados, à la louche, 470 km de pistes cyclables? On en a même un petit peu plus. Un peu plus. Alors, les pistes depuis hier? Tout à fait. Non, on a 470 km de pistes cyclables et on a 600 km d'itinéraires aménagés. Alors, c'est pas obligatoirement du sécurisé pistes cyclables comme vous venez de le dire, mais c'est aussi des petites routes qui sont pas très empruntées par qui sont assez... Enfin, des petites routes dans le Pays d'Auge, par exemple, où il y a peu de voitures, où il n'est pas très dangereux d'emprunter en voiture. Et donc, on propose aussi parce que ça permet de visiter des jolis petits villages. Alors, donnez-nous des conseils de visite à faire en vélo. Alors, on a parlé tout à l'heure de la route maritime, mais il y a la Vélo Française qui est quand même le circuit roi dans le Calvados. Et la Vélo Française, vraiment pour les familles, c'est idéal. C'est idéal puisqu'on peut partir de la mer et aller jusqu'en Suisse normande. D'où ça, de Ouistreham? De Ouistreham jusqu'à Clécy. Donc, on va de la mer à la montagne. Parfait. En 50 km. Bon, ça va. En 2 jours en famille, ça se fait. 2 jours, 3 jours, selon les envies et les possibilités de chacun. Et on est pratiquement en voie verte non-stop. Il y a le petit passage sur Caen où on est sur des pistes cyclables qui permet aussi de visiter la jolie ville de Caen. Alors, pour rassurer les familles, j'ai appris ça et bravo au département du Calvados. En cas de panne, il y a un réparateur volant qui vient réparer. Le gars, il vient comment? En volant, vraiment? On l'appelle. Oui. On l'appelle. Il a une voiture et en fait, il répare à domicile. Donc, il répare aussi sur place si jamais c'est possible. Si jamais on est en balade et qu'on a un dérailleur qui casse, il peut venir sur place réparer si bien sûr il est disponible. Mais en tout cas, il fait son max. Et c'est une particularité. On a beaucoup de chance d'avoir ce réparateur. Excusez-moi. Ouais, c'est top. On fait de la conduite aussi avec un guide. On peut se balader avec un guide sur les routes en vélo. Oui, on a plusieurs guides qui font de la balade à vélo, qui font découvrir le Calvados à vélo. Alors, bien sûr, il y a les balades à vélo sur le Didet, sur les plages du Didet, pour aller voir Omaha Beach à vélo. On a les balades à vélo sur le secteur du Bessin, où on va aller déguster des huîtres, on va aller voir des beaux couchers de soleil. Par exemple, il a une super balade à la rencontre des beaux couchers de soleil des plages du Bessin. On a aussi des balades vélo pour découvrir les stations balnéaires typiques: Deauville, Honfleur, Cabourg. On va pouvoir passer dans des petites rues avec des maisons au patrimoine exceptionnel. Et c'est une autre approche et une autre visite qui est super sympa. On a aussi des balades à vélo à la rencontre de tous les beaux produits, les bons produits que nous avons, le Calvados, le fromage, le beurre. On en a une du côté de Livaro, qui est bien connue pour le nom de son fromage. Absolument. Où vous pouvez justement déguster dans la balade à vélo et visiter une fromagerie.
Dernière chose, Anne, parlez-moi du One Way. Alors là, c'est vachement bien. C'est une très bonne idée, ça, le One Way. C'est avec les deux gares qui viennent de Paris-Bayeux, c'est ça ? C'est ça. Alors le One Way, en fait, c'est un service qui permet à tout un chacun qui n'a pas de vélo ou qui a un vélo mais qui souhaite pas partir dans le train avec son vélo, d'arriver sur le lieu de ses vacances et de se faire livrer un vélo où il veut. C'est top, voilà. Ça c'est donc, bien. En gare ou dans son hébergement d'arrivée, on le livre où vous voulez et il n'est pas obligatoire de le ramener au point de départ. On peut aller le laisser au point d'arrivée, ce qui permet, par exemple, dans notre cas, d'arriver à Bayeux, qui est une ville avec une gare qui arrive de Paris, et de le ramener à Deauville, qui a également une très belle gare qui arrive de Paris. Et entre deux, on peut faire la vélo maritime. Il y a environ 100 km. D'accord. 100 km qui permet de faire la majorité de la vélo maritime dans le Calvados, de voir les falaises du Bessin, de voir la baie de Sanel. Vous le vendez vachement bien. Très bien. De façon très pratique. Merci beaucoup Anne Jolibois. Et si on a des enfants, on les met dans la carriole derrière parce que les loueurs ont compris qu'il fallait quand même mettre des carrioles derrière les vélos et ça c'est drôlement bien. Oui, les loueurs, ils ont des carrioles, même des barres pour attacher les petits vélos. Ils vous proposent aussi des kits smartphones, des GPS. Ils ont vraiment tous les outils pour que vous ayez un séjour à vélo confortable. Vive le vélo dans le Calvados. Merci beaucoup Anne Jolibois. Merci Christophe. Et dans un instant, on va accueillir à l'antenne de Sud Radio Nina qui va nous expliquer pourquoi avec son mari et ses 2 enfants, elle est ravie de venir s'installer dans le Calvados après avoir habité Nantes, qui n'était pas mal non plus déjà au départ. Mais enfin, le Calvados, c'est mieux. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Calvados, un amour de Normandie. La France à découvrir, nous sommes en plein dans le Calvados que nous découvrons au fur et à mesure et que nous aimons de plus en plus. Avec Carl Joly, responsable du secteur, j'arrive pas à le dire, secteur du pôle attractivité. Du pôle d'attractivité touristique et résidentielle. On va parler de résidentiel maintenant. Donc, ouais. Le pôle attractivité touristique et résidentielle qui était l'ex-CTR, c'est ça en fait avant ? Comité de tourisme régional ? Alors, c'était pas régional, c'est départemental. Comité départemental du tourisme. Voilà. Et depuis 2 ans maintenant, on a élargi nos missions sur l'attractivité résidentielle. Alors, pour nous, c'est assez simple parce que lorsque les gens viennent faire du tourisme dans le Calvados, la question qui se pose, c'est comment rester. Donc, finalement, souvent d'ailleurs, il y en a un des deux qui reste dans le couple et souvent, l'autre qui repasse. Et ça, c'est un des grands enjeux. Comment faire que la cellule familiale arrive et reste. Et reste dans le Calvados. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour que les gens arrivent dans le Calvados, ils travaillent, s'ils sentent bien, on l'a vu, c'est facile, mais ils travaillent par exemple ? Alors en fait, c'est une problématique qu'on a sur laquelle on se penche depuis 2-3 ans maintenant. Et quand à l'instant je disais qu'un des problèmes, c'est faire venir quelqu'un, mais c'est finalement pas très compliqué de venir trouver du travail. Il y a 15 000 emplois vacants dans le département. 15 000 emplois vacants. Dans quel secteur, quel domaine ? C'est un peu dans tous les domaines et parfois des emplois à forte valeur ajoutée. Il y a de l'aéronautique, il y a de la pharmacologie, il y a du numérique. Par exemple, maintenant, depuis le Covid, tout le monde paye en dématérialisé et sans contact. Eh bien, une des premières recherches qui a été effectuée sur le sujet de la carte bancaire dans ce domaine-là, c'est à Caen que ça a été fait, avec le pôle TES. Et donc, on a des domaines à forte valeur ajoutée et très haute technologie dans le département. Dans le digital aussi, donc pour les 20, 30, 35, c'est ça. Tout à fait. Très bien. Par contre, le problème qu'on a, c'est lorsqu'on fait venir quelqu'un qui trouve son emploi, c'est comment finalement s'adresser à l'ensemble de la famille, à toute la cellule familiale, parce qu'on a plein d'exemples où au bout de 2 ans, les gens repartent parce que le conjoint n'a pas trouvé, parce que la famille s'y sent pas bien. Donc c'est là-dessus qu'on a décidé de se poser et de travailler, et donc de créer un bureau d'accueil qui s'appelle Accueil Installe Calvados, pour que les gens, lorsqu'ils arrivent, puissent trouver toutes les informations pour tous les membres de la famille, et pas seulement la personne qui vient au départ travailler. Donc demain, moi et mon épouse personnelle et tous mes enfants, on appelle Accueil Installe Calvados, on dit on voudrait s'installer dans le Calvados, et on a une écoute. On a quelqu'un qui va nous guider. Tout à fait. Alors dans un premier temps, il y a un site internet qui recense déjà beaucoup d'informations, et on travaille essentiellement sur 2 filières qui sont très très importantes dans le département du Calvados. Alors tout d'abord, la problématique du médical, parce qu'on est en concurrence avec tous les territoires de France. Et puis la filière équine, sur lesquelles on travaille en plus particulièrement. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, on essaye de répondre pour que les gens se sentent au mieux et le plus rapidement possible. Nous accueillons Nina. Bonjour Nina. Bonjour. Vous allez bien Nina ?
Très bien. Alors très, Nina, très bien. Nina et votre mari Jérôme, vous êtes un couple habitué à déménager 9 fois en 18 ans. C'est incroyable, vous avez 2 enfants, Maxence et Alice. Et comment vous leur avez vendu aux enfants le fait que vous allez vous installer bientôt à Caen? Eh bien, on a fait valoir tous les aspects très positifs, en effet, de la région, tout le côté un peu touristique, des activités qu'ils ne connaissaient pas. On leur a dit qu'à Caen, on pourrait faire du char à voile, on pourrait faire plein de choses comme ça. Ils seraient incollables sur tout ce qui est histoire, avec les plages du débarquement, le mémorial, etc., qu'ils n'ont encore pas fait. Mhm. Et on leur a vendu aussi des petits week-ends en Angleterre, aller voir les studios Harry Potter, etc. Des choses qu'on n'avait pas forcément l'occasion. Et là, par la proximité, on s'est dit que ça allait être des activités qu'on allait mettre de suite en place. Parfait. Et ils ont signé? Ils ont signé, on les a. Et vous arrivez quand? Alors, la date reste encore à déterminer. Mon conjoint lui arrive dès le 1er décembre et nous, probablement, si je n'arrive pas à les mettre à l'école tout de suite sur le mois de juin ou peut-être même avant, ils sont impatients d'arriver. Est-ce que vous avez une petite angoisse en vous installant encore, en vous disant pour vous-même, par rapport à votre mari qui a déjà un travail, de vous dire Bien à vous, sûr. est-ce que je vais trouver un job? Alors, oui et non. Comme vous le disiez, je suis habituée à déménager, donc j'ai toujours su rebondir. Maintenant, c'est toujours une angoisse quand même de se dire, est-ce que cette fois-ci, ça va encore fonctionner? Mhm. Et j'ai été assez rassurée, en effet, comme vous le disiez, avec ce Carl Joly. service. Oui. C'est ça. Accueil Et avec Install le service Calvados. Accueil Install Calvados. C'est la Mhm. première fois de tous les déménagements que j'ai pu faire où j'ai pu avoir ce service. Donc même si j'y suis habituée, même si j'arrive à très bien me débrouiller toute seule, c'est toujours rassurant d'avoir une oreille pour nous écouter, pour nous dire soyez rassurés, sur place, il y a des choses à faire, dans votre domaine on peut trouver, etc., etc. Donc au final, j'arrive assez sereine, toujours battante et combattante comme d'habitude, mais beaucoup plus sereine que sur les autres déménagements. Nina, on vous souhaite une très bonne installation à Caen, une belle arrivée dans le Calvados, car Joly se joint à moi pour vous dire bienvenue. Bienvenue. Eh bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Vous allez passer de très bons moments. Et nous, on va continuer notre balade. On va aller du côté d'Arromanches. Pourquoi Arromanches? Parce qu'on va découvrir une histoire incroyable, ce qui reste d'une des plus grandes opérations de logistique de la Seconde Guerre mondiale préservée à Arromanches-les-Bains, sur ce qu'on appelle aujourd'hui un lieu de mémoire. Vous connaissez évidemment, Karl? Ah, c'est un lieu fantastique. C'est incroyable ce truc, c'est génial. Visuellement, s'il se passe quelque chose, quand à la marée basse ou même quand la mer est haute, on voit un truc. Et on accueille qui? Notre ami Frédéric Sommier, directeur du musée du débarquement à Arromanches-les-Bains. Bonjour Frédéric. Bonjour. 481 habitants, donc petit village à l'ouest de Caen, à Arromanches. C'est à 35 km à l'ouest de Caen, c'est ça, hein? Oui, à peu près, c'est ça, oui. Et le 6 juin 44, près. les Alliés ont construit en face d'Arromanches Port Mulberry, un port artificiel, une immense prouesse de logistique militaire constituée de caissons flottants amenés depuis l'Angleterre, coulés, arrimés entre eux pour constituer un port. Voilà, simplement. Un port qui a fonctionné pendant 100 jours, où ont débarqué plus de 2 millions d'hommes, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel, avec des records de 22 000 tonnes de matériel par jour. Est-ce qu'on se rend compte encore aujourd'hui, avec ce qui reste, de ce qui s'est passé vraiment ce jour-là? Alors, malheureusement, on a du mal à se rendre compte de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pour ça que ce musée existe, puisque notre raison d'être est d'expliquer effectivement comment a été construit ce port, comment il fonctionnait et à quoi il a servi. Car aujourd'hui, les vestiges en mer tendent à disparaître avec les événements climatiques qui se succèdent et on ne voit plus que des caissons en béton qui ne sont pas très compréhensibles s'ils ne sont pas interprétés. Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que ce musée est intéressant, ce site. C'est que c'est un site sur lequel, de plus en plus, les éléments tangibles disparaissent et s'effacent. Donc il faut les garder en mémoire, parce qu'il n'y a pas de préservation possible. On ne peut pas les retaper, les recimenter, on n'y touche pas, on est d'accord? Alors on n'y touche pas parce que déjà ce serait un coût inimaginable et l'UNESCO n'est pas du tout favorable à la restauration, mais nous dit que les vestiges doivent être maintenus en l'état. Et des 58 musées entre Haute et Basse Normandie, pourquoi le musée de débarquement à Arromanches serait un bon point de départ pour comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale?
Eh bien, tout d'abord parce que c'est un petit peu quand même le début de la bataille de Normandie et du débarquement, puisque outre les parachutages, les bombardements, les armées alliées avaient besoin de logistique pour assurer leur combat, et que tous les ports étaient tenus par les Allemands. Il fallait donc trouver une solution, et Churchill avait trouvé cette solution, de construire un port préfabriqué, de l'amener sur place, de le monter, et c'était le seul port qui était, comment dirais-je, accessible pour décharger la logistique dont avaient besoin les armées. Mais c'est une histoire hallucinante, parce que c'est comme un mécano géant qui a été construit en Angleterre dans le plus grand secret. 45 000 personnes y ont travaillé sans savoir les unes ce que faisaient à côté des autres. C'est un truc de fou quand même au niveau de la logistique. Tout ça sans ordinateur, sans téléphone, enfin si, mais à fil. Tout à fait. C'est un projet tellement gigantesque qu'on a du mal à l'imaginer, et on ne sait même pas si on serait capable de reproduire une telle prouesse aujourd'hui. Heureusement, dans votre musée, il y a la maquette du port. C'est ça qu'il faut venir voir. Et là, on se rencontre. Il y a 1h45 à peu près de visite dans le musée, c'est ça? Ou 1h15, je crois. 1h15. Oui. Et qu'est-ce qu'on y voit dans le musée? Alors on y voit essentiellement donc cette maquette c'est un alignement de maquettes successives d'environ 25 mètres de long, dont une animée qui reproduit les mouvements de la marée, qui fait bien comprendre effectivement ce système ingénieux qui était des plateformes finalement qui montaient et qui descendaient au gré des marées, ce qui permettait de décharger les navires 24 heures sur 24. On y voit aussi comment il était construit et comment il était exploité. On y voit aussi un petit peu de, si vous voulez, ce qui s'est passé la nuit précédant ce débarquement dans la nuit du 5 au 6 juin. Et on y voit aussi ce qu'on appelle la galerie des Alliés, où là on a reproduit une vitrine par nation ayant participé au débarquement. D'accord. On peut dire qu'Arromanches a sauvé Caen. On est d'accord, Karl Joly, quand même? Alors, Arromanches a sauvé Caen, c'est peut-être un peu réducteur, mais en l'occurrence, je pense que sans Arromanches, et Frédéric le dira très bien, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été. Ça, c'est une certitude. Quel est le projet du futur musée du département? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouveau musée, nouvelle technologie, New Tech, qui va arriver? Alors effectivement, nous sommes en train de construire un nouveau musée. New Tech, effectivement, on peut parler de New Tech. Donc c'est un musée on va passer en gros aujourd'hui de 1100 mètres sol à 2600 mètres sol demain. Et la grosse innovation, si vous voulez, c'est justement quand on parle de vestiges et qu'on ne verra plus demain, c'est de projeter sur un écran qui va faire environ 12 mètres de large sur 6 mètres de haut face aux vestiges, une image en semi-réalité virtuelle qui montrera aux gens la superficie du port artificiel, le port tel qu'il était en 1944. C'est du mapping en fait, en 3D. C'est entre la réalité augmentée et le mapping en 3D. Je rappelle que ce port faisait quand même l'équivalent de 700 terrains de football. Oui, donc c'est un truc absolument énorme et gigantesque. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et votre musée est là pour perpétuer cette mémoire. Le Calvados, rappelons-le, à lui seul, regroupe une grande partie des hauts lieux de mémoire normands. Hein. Le Calvados a cette chance, après avoir eu cette malchance il y a 77 ans, a cette chance aujourd'hui d'avoir une offre mémorielle la plus importante peut-être au monde, d'ailleurs. Oui, trop. Ah bah on peut dire, et de l'univers. Oui, certainement de l'univers, je ne connais pas l'univers. L'univers connu, on va dire alors. Merci Frédéric Saubier, on passera vous voir évidemment dans ce musée qui est situé où précisément à Arromanches? Alors quand vous avez les pieds dans l'eau, vous êtes dans le musée. Ah bah voilà, donc parfait. Merci beaucoup. Voilà. On y va. Du port. D'accord. Dans un instant, chers auditeurs de Sud Radio, après, on vous dévoilera quelques secrets de tournage des 250 films qui se sont tournés dans le Calvados depuis le siècle dernier, parce que le Calvados, c'est aussi une terre de cinéma. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec le Calvados, un amour de Normandie. Et nous sommes dans le Calvados. Nous y sommes bien dans le Calvados avec Karl Joly. Et on parlait tout à l'heure, Karl Joly, des lieux de mémoire. Et il y en a un qui vous tient à cœur particulièrement. Oui, effectivement, on a parlé de la bataille de Normandie. Il faut, dans cette bataille de Normandie, on a toujours l'image du débarquement. Mais la bataille de Normandie, ça va bien au-delà. Et il y a un lieu qui est assez important dans cette bataille, qui est Falaise, la poche de Falaise.
et qui a donné lieu, il y a 5 ans maintenant, à la mise en place d'un mémorial des civils de la guerre, en lien avec le mémorial de Caen. Et c'est assez intéressant parce qu'il faut avoir en tête que la bataille de Normandie, c'est beaucoup de morts parmi les soldats, mais c'est aussi beaucoup de morts parmi les civils. Bah oui. Et de fait, ce mémorial qui est situé à Falaise fait un lien avec un autre illustre personnage de notre département qui est Guillaume le Conquérant, qui est né à Falaise. Ah bon, il est né à Falaise, Guillaume. Tout à fait. Ouais. Ah ouais. Et Falaise, c'est quoi? C'est une petite ville côtière? C'est pas du tout côtier. Voilà. C'est dans le sud du département, à une 50aine de kilomètres de la côte. Ah ben oui. Et c'est très, alors je vais pas dire rural, c'est une ville d'environ 400 000 habitants. C'est une terre de bocage. C'est une terre de bocage, effectivement. D'accord, oui, j'ai confondu avec les falaises, mais non, pas du tout, rien à voir. Nous accueillons justement, pour parler de Guillaume le Conquérant, de cet endroit magnifique, le château de Guillaume le Conquérant, qui est à Caen, construit au XIe, et qui est encore, paraît-il, une des plus vastes enceintes fortifiées d'Europe. Et pour le confirmer, nous accueillons Sandrine Berthelot, conservatrice en chef du musée de Normandie Château à Caen, et qui est également commissaire générale de l'exposition Action, dont on parlera tout à l'heure sur les lieux de tournage de cinéma. Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que j'ai bien déroulé votre titre? C'est tout à fait ça. Vous êtes conservatrice en chef du musée, mais en fait, dans l'enceinte du château, il y a 2 musées. Oui, tout à fait. On est dans l'enceinte du château de Caen qui fait à peu près une surface de 5 hectares et donc qui fait partie effectivement des plus vastes forteresses médiévales d'Europe. Il y a à la fois le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts qui occupent l'enceinte du château. Alors quand on voit ce château pour la première fois, les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais est-ce qu'on a un effet waouh? Est-ce qu'on se dit waouh, le truc est énorme quand même? Évidemment, 5 hectares c'est quand même déjà beaucoup en centre-ville, s'il vous plaît. Donc effectivement, oui, mais j'invite tous vos auditeurs à effectivement venir visiter le château et l'ensemble des musées qui y sont installés. La première impression, c'est une masse de pierre imposante. C'est un château fort médiéval, sans fioriture. On disait avec Karl, il n'y a pas d'encorbellement, de trucs, de gargouilles. Non, c'est de la pierre brute. Voilà, c'est de la pierre brute et on a dans l'enceinte du château plusieurs édifices et les remparts qui sont visitables. D'accord, donc c'est une collection d'archéologie, de folklore? Oui, on a à la fois des collections riches d'archéologie mais aussi d'art et de tradition populaire. D'accord, et vous vous intéressez bien sûr aussi à la photo et au cinéma, Sandrine, parce que vous êtes commissaire de l'exposition Action. Action, le patrimoine normand au cinéma, qui se tiendra au musée de Normandie à compter du 18 décembre prochain jusqu'au 21 août 2022, soit une durée de 8 mois. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Calvados est depuis toujours une terre de cinéma, avec des festivals comme s'il en pleuvait? D'ailleurs, il pleut rarement à Caen, mais imaginons qu'il pleuve. Le festival américain à Deauville, le festival russe à Honfleur, le romantique à Cabourg. Tout à fait. La Normandie a de tout temps été une terre de cinéma. On y compte effectivement les 3 festivals que vous venez de citer. Et c'est une terre aussi qui était très très prisée par les réalisateurs depuis les débuts du cinéma, depuis Georges Méliès à la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, pour des raisons diverses. D'abord pour la diversité des paysages, puisqu'on a à la fois en Normandie des bords de mer, des falaises, des paysages de bocage, de plaine, etc. Un riche patrimoine, mais ça, vous le savez tout autant que moi. Oui. Des lieux de mémoire liés aux événements de la Deuxième Guerre mondiale qui sont très très nombreux, notamment les nombreux vestiges du mur de l'Atlantique, les blocos, batteries de tir de longue sur mer et autres. Une lumière particulière aussi immortalisée par les peintres impressionnistes depuis le 19e. Et puis aussi la proximité de Paris où sont établies les sociétés de production, enfin au moins la plupart des sociétés de production. Oui, dans un sens, c'est assez pratique. C'est très pratique. Je vais vous faire écouter un petit extrait de film à tous les deux. Vous allez me dire si ça vous inspire et si vous reconnaissez quelqu'un. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'Espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Combien qu'il fait ton lot de rouget, là? 300 francs le kilo. Ah oui, le lot de rouget à l'époque était à 300 francs le kilo. Bon, ça a changé. Est-ce que vous avez reconnu?
Ouais, c'est trop facile. Ah oui, je sais que c'est trop facile. Karl, vous l'avez reconnu aussi? C'est Gabin, ouais. Oui, Gabin, dans un Saint-Jean-Hiver, dans River-Neuil. Absolument, 62 avec Belmondo, Suzanne Flon. Suzanne, tu m'emmerdes, Suzanne. Et puis cette remarquable tirade sur les pignoufs. Là, dans le Saint-Jean-Hiver, on est sur un tournage qui s'est déroulé dans les années 61. Oui, dans une petite ville qui d'ailleurs célèbre toujours les lieux de ce tournage, parce qu'il faut préciser que c'est un village, on peut dire un village, hein, qui est resté dans son jus. C'est exactement ça. C'est une commune qui est située entre Honfleur et Trouville, qui a accueilli toute l'équipe de tournage d'Henri Verneuil, donc en 61 pour le tournage du film, et qui avait été à l'occasion rebaptisée Tigreville. Et qui s'appelle Villerville. Donc avec les acteurs très connus, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, entre autres, qu'on retrouve nous sur notre affiche de l'exposition, puisqu'on a privilégié une photo prise sur les hauteurs d'Oulgat, où était située la fameuse pagode dans laquelle se réfugient Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo pour leur nuit d'ivresse. Et voilà, la mairie de Villerville a bien voulu nous prêter des photos du tournage du film, mais aussi le panneau routier Tigreville que la commune utilise chaque année pour habiller les panneaux d'entrée de ville et commémorer le tournage du film, puisqu'il commémore le tournage du film notamment en tirant un feu d'artifice depuis la plage au même endroit que celui allumé par Gabin, Belmondo et Roquevert, puisqu'il était de la partie, exact, dans un Saint-Jean-Hiver. Voilà. Ouais. C'est une chouette commémoration, je trouve. C'est presque collector, cette petite réminiscence de ce qui s'est passé en cinéma français aujourd'hui. C'est bien de le faire. Bah oui, c'est très bien, oui. La ville a aussi développé un parcours dans la ville, donc pour tous les touristes qui veulent redécouvrir ou découvrir les sites de tournage exacts dans la commune. Je pense qu'ils peuvent aller à la mairie ou à l'office de tourisme récupérer ces itinéraires dans la ville qui leur feront découvrir l'ensemble de la commune. Quels sont les 2 ou 3 autres endroits de tournage auxquels vous pensez, qu'on voit dans certains films? Je pensais notamment à Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Le cimetière du début, il est où? À Colville-sur-Mer. Colville-sur-Mer. Oui, à la fin et au début, il est à Colville-sur-Mer. C'est pas le site le plus représentatif dans le cinéma normand. Moi, je songe plutôt à Caen et ses 2 abbayes fondées par Guillaume le Conquérant et sa femme Mathilde. Donc, on a à la fois l'abbaye aux Dames, qui est actuel siège de la région Normandie, et l'abbaye aux Hommes, actuel hôtel de ville de Caen, qu'on peut voir dans plusieurs films, dont Valmont de Milos Forman, sorti en 89, Saint-Cyr de Patricia Mazui en 2000, et puis tout récemment dans le film du rappeur normand Orelsan, Comment c'est loin, qui est sorti en 2015. Alors justement, Orelsan, c'est un peu l'ambassadeur auprès de la jeunesse de Caen, j'ai l'impression. Alors il est très attaché à la ville, c'est un pur normand de souche, mais il n'est pas canet, mais il est normand, voilà. Et effectivement, il est très attaché à la ville et il la valorise d'autant mieux dans ses clips et ses différentes chansons. Oui, je me suis baladé sur Internet pour voir où étaient les lieux de tournage. Il a tourné sur un skatepark. On voit pas mal de choses. Il est bien, il fait de belles références à la ville de Caen, en tout cas. C'est bien pour vous. Tout à fait, ouais, complètement. On parlait tout à l'heure de l'abbaye aux Dames. Est-ce que ça, c'est vraiment pour nos amis de Sud Radio qui nous écoutent, de Toulouse, pour venir, s'il y a un effet waouh devant ce magnifique bâtiment? De ces 2 bâtiments, tout à fait. Oui, tout à fait. Ce sont deux abbayes distinctes qu'il convient effectivement de parcourir. C'est vraiment des édifices incontournables de la ville de Caen à visiter. Oui. Karl, votre effet waouh à Caen quand vous venez, vous l'avez où, vous? Qu'est-ce qui vous scotche? Les abbayes, c'est assez incroyable parce qu'en plus de ça, on a tous l'idée, moi qui suis pas du tout normand, on a l'idée d'une ville qui a été complètement rasée à l'occasion du débarquement, et en fait il y a un patrimoine incroyable, les châteaux, les 2 abbayes qui sont encore debout, et donc c'est un peu ça l'effet waouh quand on arrive à Caen. Puis il y a un autre élément vachement intéressant, c'est que c'est une des rares villes en France à avoir un port en centre-ville, et ça c'est plutôt agréable aussi. Bonne remarque, monsieur Joly. Il y a un port en centre-ville de Caen, on oublie de le dire. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition en 1 minute et nous dire pourquoi il faut venir voir cette exposition qui est jusqu'au mois de août, 21 août 2022. Voilà, ce sont des clichés de tournage. Est-ce qu'on voit des choses un peu inédites, un peu bizarres, différentes de nos acteurs préférés?
Alors déjà dans l'exposition, donc il y a 13 sections qui sont réparties dans la salle d'exposition qui mesure à peu près dans la surface c'est de 500 mètres carrés, donc ça nous laisse vraiment de l'espace pour exposer tout ce qu'on veut. On passe en revue tout le patrimoine naturel mais aussi monumental, donc les phares, les gares, les stations balnéaires, le monde industriel, les châteaux, enfin voilà, c'est très diversifié. Pour finir par un espace dédié à la mémoire du cinéma dans lequel seront interviewés des professionnels du 7e art, réalisateurs, repéreurs et chefs décorateurs. Alors dans tout ça seront exposés à la fois des affiches de cinéma, des scénarios, des documents de sociétés de production, des maquettes, des photos de tournage et d'exploitation de films bien évidemment, avec en vis-à-vis des photographies actuelles du patrimoine normand, et puis bien évidemment environ 150 extraits de films qui seront répartis dans l'ensemble du parcours de visite. Merci beaucoup Sandrine Berthelot, conservatrice en chef du musée de Normandie, de nous avoir parlé avec beaucoup d'entrain et de liesse du château à Caen. Et si je peux rajouter oui, pour vous le avez château, une demi-seconde. Voilà, si je peux rajouter le château qui est très très présent également dans les films qui sont tournés à Caen, notamment dans le film Guillaume la jeunesse du conquérant en 2015. Voilà. Parfait. Merci Sandrine. Carl Joly. Merci à vous. 3 mots pour venir en Calvados. 3 mots pour venir et découvrir cette magnifique terre. 3 mots. Bienvenue à tous, notamment aux auditeurs de Sud Radio. C'est finalement à une encablure des côtes méditerranéennes, par l'avion, par le train, par la voiture. On accueille évidemment tout le monde. Merci beaucoup Carl Joly, c'était La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.